Chapitre 12. Bundle pose des questions à Chimney. Lady Helene n'avait certainement pas hérité du caractère de son père, dont le trait dominant était une aimable inertie. Ainsi que Bill Eversgley venait de le faire remarquer, la jeune fille ne demeurait jamais inactive. Le lendemain du jour où elle avait dîné avec lui, Bundle s'éveilla pleine d'énergie. Elle avait 3 projets bien distincts qu'elle comptait mettre à exécution ce jour-là, et elle réalisait que le temps et la distance risquaient de la gêner. Heureusement pour elle, elle n'éprouvait pas à se lever la même difficulté que Jerry Wade, Ronnie Devereux et Jimmy Tessinger. Sir Oswald Coote n'aurait eu aucun reproche à lui adresser sous ce rapport. À 8h30 du matin, elle avait déjà déjeuné et était en route pour Chimney dans son Hispano. Son père parut relativement satisfait de la voir. « On ne sait jamais à quel moment tu réapparais, dit-il. Mais ton retour va m'éviter de téléphoner, ce que je déteste. Le colonel Melrose est venu hier me parler au sujet de l'enquête. » Le colonel Melrose, chef comptable du comté, était un vieil ami de Lord Caterham. « Tu veux parler de l'enquête relative à la mort de Ronnie Devereux ? Quand doit-elle avoir lieu ? » Demain, à midi. Melrose viendra te chercher. Comme tu as trouvé le corps, il faudra que tu déposes. Mais il dit que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Et pourquoi m'inquiéterais-je ? Tu sais, fit Lord Caterham, comme pour s'excuser. Melrose est quelque peu vieux jeu. Midi ? Reprit Bundle. Parfait. J'y serai si je suis encore vivante. Oh, as-tu des raisons de croire que tu ne le seras plus ? On ne sait jamais, répliqua la jeune fille. La tension de la vie moderne, comme disent les journaux. Ceci me rappelle, fit son père, que Georges Lomax m'a invité à aller à l'abbaye la semaine prochaine, mais j'ai refusé. Tu as raison, je ne veux pas te voir mêlée à une aventure. Supposes-tu donc qu'il se produira quelque chose ? Interrogea Lord Caterham, dont l'intérêt parut s'éveiller. En tout cas, il y a déjà eu une lettre de menace. Lomax sera peut-être assassiné ? Dit Lord Caterham d'un air presque gai. Qu'en penses-tu, Bundle ? Qui sait si je ne ferais pas bien d'accepter son invitation ? Fais taire tes instincts sanguinaires et reste tranquillement à la maison, conseilla la jeune fille. Je vais aller parler à Mrs. Howell. Mrs. Howell était la femme de charge, cette personne pleine de dignité, aux jupes bruissantes qui avait frappé Lady Coote de terreur, mais elle n'effrayait nullement la jeune fille qu'elle appelait, du reste, Miss Bundle, en souvenir de l'époque où, encore enfant, elle avait fait des séjours à Chimney avant que son père eût hérité du titre. « Bonjour, Ovely, dit Bundle. Prenons une tasse de chocolat et racontez-moi toutes les nouvelles de la maison. » Elle n'eut pas de peine à obtenir les renseignements qu'elle désirait, et elle prit mentalement des notes. Il y avait 2 filles de cuisine, mais elles sont originaires du village. Cela ne me paraît pas intéressant. Une nouvelle femme de chambre, mais c'est la nièce de la femme de chambre principale. J'ai idée que Howell a dû tyranniser la pauvre Lady Coote. Je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait où je verrais Chimney habité par des étrangers, Miss Bundle. « Ah, il faut marcher avec son temps, répondit la jeune fille. Vous aurez de la chance, Howelly, si vous ne voyez jamais la maison transformée en appartement de rapport. » Mrs. Howell parut trembler d'avance. « Je ne connais pas Sir Oswald Coote, fit observer Bundle. Sir Oswald est certainement un homme fort intelligent, répondit froidement Mrs. Howell. Et Bundle en conclut qu'il n'avait pas plu au personnel. Bien entendu, c'était Mr. Bateman qui s'occupait de tout, continua la femme de charge. Il était très pratique et savait fort bien comment une maison doit être dirigée. Bundle fit dévier la conversation et parla de la mort de Gerald Wade. Mrs. Howell ne demandait pas mieux que d'aborder ce sujet. Elle se répandit en exclamations de piété sur le sort du malheureux jeune homme, mais Lady Helene n'apprit rien de nouveau. Aussi ne tarda-t-elle pas à quitter la femme de charge et à redescendre au rez-de-chaussée où elle sonna Treadwell. « Quand Alfred est-il parti ?» demanda-t-elle. « Il y a environ 1 mois, milady. »« Pourquoi est-il parti ?»« De son propre gré, milady. Je crois qu'il est allé à Londres. Je n'étais pas mécontent de ses services, mais j'espère que milady trouvera le nouveau valet de pied satisfaisant.
Il semble connaître son travail et il est très désireux de bien faire. D'où vient-il? Il avait d'excellentes références, milady. En dernier lieu, il était chez Lord Montvernon. Fort bien, répondit Bundle d'un ton pensif, car elle se rappelait que Lord Montvernon était actuellement dans l'Est africain où il chassait. Comment s'appelle-t-il, Treadwell? John Bower, milady. Le maître d'hôtel attendit 1 ou 2 minutes, puis, voyant que la jeune fille se taisait, il quitta la pièce. Bundle demeura perdu dans ses pensées. John lui avait ouvert la porte, ce jour-là, lorsqu'elle était rentrée et elle l'avait observé à la dérobée. Il donnait l'impression d'un domestique bien stylé, au visage inexpressif. Il avait peut-être une allure plus militaire que la plupart des valets de pied, et la forme de son crâne était assez originale. Mais Bundle se rendait compte que ces détails n'avaient pas grand rapport avec la situation, et elle demeurait là, les sourcils froncés, regardant le bloc placé devant elle et où elle traçait machinalement le nom de Bower. Soudain, une idée la frappa, et elle rappela Treadwell. Comment s'écrit le nom de Bower? B-A-U-E-R, milady. Mais ce n'est pas un nom anglais? Je crois qu'il est d'origine suisse, milady. Ah, c'est tout. Je vous remercie, Treadwell. D'origine suisse? Non, allemande. Cette allure martiale et cette tête plate. Et cet homme était arrivé à Chimney 15 jours avant la mort de Jerry Wade. Bundle se leva et elle avait fait tout ce qu'elle désirait à Chimney. Maintenant, elle allait agir. Elle se mit à la recherche de son père. « Je repars, lui dit-elle, car il faut que j'aille voir tante Marcia. »« Il faut que tu ailles voir Marcia ?» répliqua Lord Caterham d'une voix étonnée. « Ma pauvre petite, comment es-tu laissée prendre ?»« Pour une fois, répondit Bundle, j'y vais de mon plein gré. » Lord Caterham la regarda avec stupeur. L'idée que quelqu'un pût désirer se retrouver face à sa redoutable belle-sœur lui semblait incompréhensible. Marcia, marquise de Caterham et veuve de son frère Henry, était une personnalité éminente. Lord de Caterham reconnaissait qu'elle fut une épouse admirable et que, sans elle, Henry ne serait jamais devenu secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Pourtant, il avait toujours considéré la mort prématurée de son frère comme une heureuse délivrance pour celui-ci, et il lui semblait, en ce moment, que Bundle mettait imprudemment sa tête dans la gueule du loup. « À ta place, je me garderais bien d'aller trouver Marcia, car on ne sait jamais ce qui peut en résulter. Moi, je sais très bien quel résultat j'escompte de ma visite. Ne te tourmente pas à mon sujet, papa. » Lord Caterham soupira et s'installa confortablement dans un fauteuil où il se remit à lire son journal. Cependant, 1 minute plus tard, Bundle reparut. « Désolée de te déranger, lui dit-elle, mais il y a quelque chose que je veux te demander. Comment Sir Oswald Coote a-t-il fait sa fortune? Dans l'acier, le fer et l'acier. Il a les plus grandes usines métallurgiques qui existent en Angleterre. Bien entendu, il ne les dirige pas lui-même, il a fondé une société anonyme. Il m'a nommé membre du conseil d'administration. C'est très intéressant, je n'ai rien à faire si ce n'est aller m'asseoir 1 ou 2 fois par an autour d'une table où sont posés de magnifiques buvards neufs. Puis, Coote, ou quelques autres hommes, très habiles, fait un discours tout dérisé de chiffres que l'on n'est heureusement pas obligé d'écouter, mais ensuite, il y a généralement un excellent déjeuner. Bundle ne s'intéressait pas beaucoup au déjeuner de Lord Caterham et elle était partie avant qu'il eût fini de parler. Tandis qu'elle se dirigeait vers Londres, elle cherchait à rassembler les renseignements qu'elle avait obtenus pour en former un tout. Autant qu'elle pouvait en juger. Le roi de l'acier et la femme qui s'occupait de questions sociales ne devaient pas avoir grand-chose de commun. L'une de ces 2 personnes avait donc été invitée pour faire nombre, et c'était probablement la seconde. Il semblait, par suite, que cette réunion soit organisée pour qu'on y pût rencontrer le peu séduisant Erd Emberhard. Ce n'était certainement pas là un homme que George Lomax eût invité en temps ordinaire. Bill avait dit qu'il s'agissait d'un inventeur, et il pouvait être intéressant pour le ministre de l'Air et pour Sir Oswald de le connaître.
La jeune fille estima inutile de se perdre davantage en conjectures, et elle fixa son esprit sur l'entrevue qu'elle allait avoir avec Lady Caterham. Celle-ci habitait une grande et lugubre maison dans un des quartiers les plus aristocratiques de Londres. C'était une femme puissante, au moral comme au physique, avec un nez en bec d'aigle, surmonté d'un lorgnon cerclé d'or, et dont la lèvre supérieure sombrait d'un soupçon de moustache. Elle parut quelque peu étonnée de voir sa nièce et lui tendit froidement sa joue que Bundle effleura d'un baiser en prenant un air respectueux. « Voici un plaisir inattendu, Aileen, » fit observer Lady Caterham. « Nous venons à peine de rentrer, tante Marcia. »« Je le sais. Comment se porte ton père ? Comme à son bonne habitude, je suppose. » Le ton dont la vieille dame prononça ces paroles était assez méprisant. Elle n'avait qu'une piètre opinion de son beau-frère, Alastair Edward Brent, 9e marquis de Caterham, et le considérait comme un pauvre homme. « Papa va très bien. Il est à Chimney. »« Vraiment ? Tu le sais, Aileen, je n'ai jamais approuvé qu'il ait loué ce château qui est, en quelque sorte, un monument historique. Il ne faudrait pas le vulgariser. » « Il devait être merveilleux du temps de l'oncle Henri, » fit Bundle en soupirant. « Mon mari avait le sentiment de sa responsabilité sociale, » déclara la veuve. « Quand je pense, » reprit sa nièce, d'un tout enthousiasme, « que les principaux hommes d'État européens ont y fait des séjours... » Lady Caterham soupira. « Je puis dire en toute sincérité que l'histoire y a, plus d'une fois, été écrite. Si ton père... » Elle s'interrompit et hocha tristement la tête. « La politique ennuie papa. Pourtant, ce doit être le plus séduisant des choses, me semble-t-il, surtout lorsqu'on en connaît les dessous. » Bundle fit cette déclaration sans même rougir, et sa tante la regarda avec surprise. « Je suis heureuse de t'entendre parler ainsi. J'avais toujours cru, Aileen, que tu ne t'intéressais qu'aux plaisirs modernes. »« Autrefois, » répondit Bundle. « Il est vrai que tu es encore très jeune, » continua sa tante d'un ton pensif. « Mais, avec ta situation, si tu te mariais convenablement, tu pourrais avoir un salon politique fort important. » Bundle éprouva un sentiment de crainte à la pensée que sa tante était fort capable de lui présenter, sur l'heure, un parti. « Mais je suis tellement ignorante, » répondit-elle, d'un ton plein d'humilité. « On peut aisément remédier à cela, » déclara vivement Lady Caterham. « Je puis te prêter des livres. »« Je vous remercie, tante Marcia. Mais connaissez-vous Mrs. Macata ?»« Certainement. Elle est fort aimable et fort intelligente. En général, je n'approuve pas celles de nous qui prennent une part personnelle à la politique, car l'influence peut s'exercer d'une manière plus féminine. » Elle s'interrompit, sans doute pour que sa nièce eût le loisir de se rappeler la manière féminine dont elle avait poussé son mari, qui ne le désirait pas, dans l'arène politique et le succès merveilleux qui avait couronné ses efforts, puis elle reprit. Pourtant, tout change. L'œuvre qu'accomplit Mrs. Macata présente un intérêt national considérable et est utile à toutes les femmes. Je puis donc affirmer que la mission qu'elle s'est donnée est vraiment féminine. Il faut que tu connaisses Mrs. Macata. » Bundle poussa un soupir douloureux et déclara. « Elle sera chez George Lomax la semaine prochaine. Il a invité papa, qui, bien entendu, ne veut pas accepter. Mais il n'a pas eu l'idée de m'inviter. Je suppose qu'il me trouve trop intelligente. » Lady Caterham estima que sa nièce était vraiment fait beaucoup de progrès. Avait-il, elle, quelques déceptions sentimentales ? Suivant l'opinion de la vieille dame, une déception de cette sorte était souvent fort utile aux jeunes filles, car elle leur faisait envisager l'existence sous un jour plus sérieux. « Je crois que George Lomax ne se rend pas compte que tu as, mettons, vieilli, ma chère Aileen. Il faudrait que je lui parle. »« Je ne lui plais pas, » déclara Bundle. « Je suis sûre qu'il ne m'invitera pas. »« Mais si, j'insisterai, et j'ai connu George alors qu'il n'était pas plus grand que cela. » Lady Caterham indiqua du geste une taille d'une invraisemblable petitesse et reprit.
Il sera trop heureux de m'être agréable, et je suis certaine qu'il se rend compte à quel point il est utile que les jeunes filles modernes de notre milieu s'intéressent avec intelligence aux destinées de leur pays. Bundle fut sur le point de crier « Écoutez, écoutez !» Mais elle se retint. « Je vais te faire donner des livres, » dit Lady Caterham en se levant. Elle appela d'une voix aiguë « Miss Connor !» Une secrétaire entra en courant avec un air effrayé, reçut des instructions diverses et, peu après, Bundle repartait les bras chargés de volumes à l'aspect rébarbatif. Son premier soin fut, ensuite, de téléphoner à Jimmy Tessinger, dont les premières paroles furent empreintes d'un accent de triomphe. « J'y suis arrivé !» déclara-t-il. « J'ai eu beaucoup de mal à décider Bill, qui me voyait sous les traits d'un agneau perdu au milieu d'une bande de loups. Cependant, je lui fais entendre raison. Je compulse en ce moment quantité de documents fort arides. Avez-vous entendu parler de la discussion qui concerne la frontière de Santa Fe ? » ?»« Jamais, répondit Bundle. Je me donne beaucoup de mal pour l'étudier. C'est une question très compliquée qui dure depuis des années. Je vais en faire ma spécialité. Moi aussi, je suis nantie de documents du même genre. C'est ma tante Marcia qui me les a donnés. Elle s'occupe de politique et va me faire inviter chez Lomax. Oh, voilà qui est parfait. Il y eut un silence, puis Jimmy reprit. Je crois qu'il vaut mieux que nous ne parlions pas cela à Lorraine. Peut-être. Elle serait ennuyée de ne pas venir avec nous et, pourtant, il est indispensable qu'elle ne court aucun danger. Bundle pensa que Mr. Tessinger manquait de tact, car l'idée qu'elle-même pourrait se trouver en péril ne paraissait pas l'émouvoir. « Êtes-vous toujours là ?» reprit-il. « Oui, je réfléchissais. »« Assisterez-vous à l'enquête demain ? » ?»« Certainement. Et vous ? » ?»« Moi aussi. Les journaux parlent de l'affaire aujourd'hui, mais sans insister. Cela m'étonne. J'aurais cru qu'ils lui donneraient plus d'importance. »« Je l'aurais cru également. » « Allons, fit Jimmy, il faut que je reprenne mon travail. J'en suis au moment où la Bolivie nous a envoyé une note. Je vais également commencer mes études. Allez-vous consacrer toute la soirée aux vôtres ? Probablement. Moi aussi. Bonsoir. Ni l'un ni l'autre disait la vérité, car Jimmy Tessinger allait sortir pour retrouver Lorraine Wade, qu'il avait invitée à dîner au restaurant. Quant à Bundle, elle se hâta de revêtir un costume qui appartenait à sa femme de chambre et se mettre en route pour le club des 7 cadrans. Chapitre 13. Le club des 7 cadrans. Lady Eileen Brent atteignit vers 18h le numéro 14 de Hunstanton Street. Elle estimait avec logique que le club devait être désert et elle avait l'intention de parler à Alfred. Elle hésitait devant la porte, ne sachant pas si l'immeuble était habité par d'autres personnes, lorsque l'ancien valet de pied lui-même en sortit. « Bonsoir, Alfred » dit Bundle. L'homme sursauta. « Oh, bonsoir, votre seigneurie. Que votre seigneurie m'excuse, je ne l'avais pas reconnu. »« Je voudrais causer un instant avec vous, Alfred. Où pourrions-nous aller ?»« Vraiment, votre seigneurie, je l'ignore. Ce n'est pas un beau quartier par ici. » Bundle l'interrompit. « Il y a quelqu'un dans le club ? » ?»« Personne, votre seigneurie. »« Alors, entrons-y. » Alfred ouvrit la porte, Bundle passa et le serviteur la suivit d'un air embarrassé. La jeune fille s'assit et le regarda droit dans les yeux. « Je suppose que vous n'ignorez pas, lui dit-elle vivement, que ce que vous faites n'est pas légal. » Alfred, qui éprouvait une gêne visible, répondit « Nous avons eu 2 descentes de police, mais on n'a rien à trouver de compromettant grâce aux précautions qu'a prises Mr. Mosgorowodsky. »« Je ne parle pas seulement du jeu, » répliqua Bundle, « mais il se passe beaucoup de choses ici. Alfred, je vais vous poser une question à laquelle je vous prie de répondre avec franchise. Combien vous a-t-on payé pour quitter Chimney ?» Alfred jeta un regard anxieux autour de lui, avala 3 ou 4 fois sa salive, puis, comme tout être faible qui se trouve en présence d'une volonté ferme, il se décida à répondre. « Voici comment cela s'est passé, votre seigneurie. Mr. Mosgorowodsky est venu avec d'autres personnes visiter Chimney un des jours où la propriété était ouverte au public.
Mr. Treadwell étant souffrant, c'est moi qui les ai accompagnés. Avant de partir, Mr. Mosgorovodsky est resté en arrière, m'a donné un beau pourboire et a commencé à me parler. Oui, dit Bundle d'un ton encourageant. En résumé, continua Alfred, dont le débit s'accéléra, il m'a offert 100 livres pour partir tout de suite et venir m'occuper du club. Il voulait prendre quelqu'un qui fût habitué à servir les meilleures familles. À ce qu'il m'a dit, il m'aurait semblé que je tentais le sort si j'avais refusé, d'autant plus que les gages sont triples de ceux que je recevais comme valet de pied. 100 livres, dit Bundle, c'est une grosse somme. A-t-on fait allusion, devant vous, à celui qui devait vous remplacer à Chimney ? J'avais hésité un peu, votre seigneurie, car je ne voulais pas partir tout de suite de crainte que cela ne fût gênant. Mais Mr. Mosgorovodsky connaissait un jeune homme qui avait été dans de bonnes places et qui était prêt à venir immédiatement. J'ai donc parlé de lui à Mr. Treadwell et tout s'est fort bien arrangé. Bundle fit un signe d'assentiment. Ses soupçons étaient donc exacts. Elle posa une nouvelle question. Qui est Mr. Mosgorovodsky ? Un Russe qui dirige le club et qui est très habile. Bundle changea de tactique. Ainsi que je vous le disais, Alfred, 100 livres représente une grosse somme. Je n'en ai jamais vu de pareil, votre seigneurie, répondit-il avec simplicité. N'avez-vous jamais pensé qu'il pût y avoir ici quelque chose d'illicite ? Comment, votre seigneurie ? Je ne parle pas du jeu. Vous ne voulez pas être envoyé aux galères, Alfred. Grand Dieu ! J'étais avant-hier à Scotland Yard, dit Bundle d'un ton grave, et j'ai entendu parler de faits assez étranges. Il faut que vous m'aidiez, Alfred, si vous y consentez. Et s'il arrive que les choses tournent mal, j'interviendrai en votre faveur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, votre seigneurie. D'ailleurs, je le ferai de toute façon. D'abord, je veux visiter toute la maison. Accompagnée du domestique, très effrayée, la jeune fille inspecta soigneusement les lieux et ne remarqua rien d'anormal jusqu'au moment où elle arriva à la salle de jeu. Là, son attention fut attirée par une porte fermée à clé. « C'est une sortie de secours », expliqua Alfred. « Derrière cette porte, il y a une autre pièce, puis un escalier qui conduit à une rue qui passe derrière la maison. C'est par là que les personnes chics se sauvent s'il y a de la visite de la police. » Mais n'en connaît-elle pas l'existence ? La porte est bien cachée, votre seigneurie. Elle ressemble à celle d'un placard. Bundle éprouva une certaine émotion et déclara « Je veux entrer dans cette pièce. » Alfred secoua la tête. « C'est impossible, votre seigneurie, car c'est Mr. Mosgorovodsky qui en possède la clé. »« Fort bien, dit Bundle, mais vous devez en avoir d'autres. » Elle se rendit compte que la serrure était fort ordinaire et qu'il ne serait pas difficile de l'ouvrir avec la clé des autres portes. Alfred, un peu inquiet, fut envoyé à leur recherche à la quatrième de celle que Bundle essaya, tourna aisément. Lady Eileen pénétra donc dans la seconde pièce qui était petite et assez mal tenue. Une longue table en occupait le centre et les chaises étaient rangées autour d'elle. Il n'y avait pas d'autre mobilier. De chaque côté de la cheminée se trouvaient 2 placards et Alfred en montra un à la jeune fille. « Voilà la sortie secrète, » déclara-t-il. Bundle essaya d'ouvrir la porte, mais vit une serrure de sûreté qu'une seule clé devait pouvoir actionner. « C'est très ingénieux, » reprit le domestique. « À l'intérieur, il y a des planches sur lesquelles se trouvent quelques registres, mais lorsqu'on appuie sur un bouton, le tout pivote. » Bundle s'était retournée et elle examina la pièce d'un air pensif. La première chose qu'elle remarqua fut que la porte qui conduisait à la salle de jeu était entourée de bourrelets et ne devait laisser passer aucun bruit. Puis, son regard se posa sur les chaises. Il y en avait 7, 3 de chaque côté de la table et une, un peu plus imposante, à un des bouts. Les yeux de la jeune fille s'éclairèrent, car elle avait découvert ce qu'elle cherchait. Cette pièce servait de salle de réunion à la société secrète et était admirablement située. On pouvait y accéder soit en traversant la salle de jeu, soit en passant par l'entrée dérobée et toutes les précautions prises s'expliquaient par le voisinage du tripot.
Tandis qu'elle réfléchissait, Bundle passa un doigt sur le marbre de la cheminée et Alfred déclara: Oh, votre seigneurie ne trouvera pas de poussière ici. Mister Mogorovodsky m'a commandé de balayer la pièce ce matin et je l'ai fait tandis qu'il attendait que j'ai fini. Ah, fit la jeune fille, ce matin? Il faut bien nettoyer de temps à autre, quoique cette salle ne serve jamais. Alfred, il faut que je puisse me cacher ici. Le domestique la regarda avec effroi. Mais c'est impossible, votre seigneurie. J'aurai des ennuis et je perdrai ma place. Vous la perdrez de toute façon quand vous irez en prison, répliqua sèchement Bundle. Mais en ce qui concerne ma présence en ce lieu, ne vous inquiétez pas, car personne n'en saura rien. Il n'y a aucun endroit où vous cacher, gémit Alfred. Que votre seigneurie regarde si elle ne me croit pas. La jeune fille fut obligée d'admettre que cette assertion était exacte. Toutefois, elle était animée d'un véritable esprit d'aventure et de lutte. « Allons donc, déclara-t-elle. Il faut qu'il y en ait un. » Jamais pièce n'avait paru moins se prêter à dissimuler quelqu'un. De vieux stores étaient tirés devant les fenêtres, mais il n'y avait pas de rideaux et le mobilier ne se composait que de tables et de chaises. Elle se dirigea vers le second placard et l'ouvrit. À l'intérieur, des étagères portaient des verres et des porcelaines. « C'est de la vaisselle supplémentaire, » dit Alfred. « Et, vos seigneuries le voient, une souris pourrait à peine se cacher ici. » Bundle examinait les étagères et elle déclara: « Y a-t-il une autre armoire où vous pourriez transporter tout ceci, Alfred? »« Oui, parfait. Allez chercher un plateau et débarrassez ces planches. Vite, vite !»« Mais c'est impossible. Il se fait tard. Les cuisinières vont arriver d'une minute à l'autre. Et Mister Mogorovodsky? Il ne vient guère avant minuit. Seulement... Oh, votre seigneurie! Ne parlez pas tant, Alfred, et allez chercher ce plateau. Si vous tardez, il est bien possible alors que vous ayez des ennuis. » Alfred partit en se tordant les mains. Il réparut bientôt, portant un plateau et, comme il comprenait que ses protestations étaient inutiles, fit preuve d'une surprenante activité. Ainsi que Bundle s'en était rendu compte, il était facile de déplacer les étagères. Elle les enleva donc, les posa contre le mur du placard et entra dans celui-ci. « fit-elle. « C'est assez étroit et je serai un peu serrée. Fermez la porte doucement, Alfred. Oui, je puis y tenir. Maintenant, il me faut une vrille. »« Une vrille, votre seigneurie? Oui, mais je n'en ai pas. »« C'est impossible. Vous avez peut-être même un vilebrequin. Si vous n'en trouvez pas, vous serez obligé d'aller en acheter. Il faut donc mieux que vous tâchiez d'en découvrir un ici. » Alfred partit et revint au bout d'un instant avec tout un assortiment d'outils. Bundle saisit ceux dont elle avait besoin et se mit rapidement en devoir de forcer un petit trou à la hauteur de son œil droit. Elle le perça de l'extérieur de manière que l'orifice en fût moins visible et n'osa pas le faire trop grand. « Voilà, cela ira, déclara-t-elle. « Oh, mais votre seigneurie! Eh bien, on vous découvrira si on ouvre la porte. »« On ne pourra pas ouvrir la porte, déclara Bundle, car vous allez la fermer et en emporter la clé. Et si Mister Mogorovodsky la demande? Vous lui direz qu'elle est perdue, répondit vivement Bundle. D'ailleurs, personne ne s'inquiétera de ce placard, qui n'est là que pour empêcher l'attention de se diriger sur l'autre porte. Faites vite, Alfred, car quelqu'un pourrait arriver d'une minute à l'autre. Enfermez-moi, emportez la clé et revenez me délivrer quand tout le monde sera parti. Mais votre seigneurie perdra peut-être connaissance. Je ne m'évanouis jamais. Cependant, vous pourriez m'apporter un cocktail car j'en aurai certainement besoin. Refermez la porte de la chambre et remettez toutes les clés à leur place. Voyons, Alfred, n'ayez pas tellement peur et souvenez-vous que si vous avez des ennuis, je vous soutiendrai. Voilà qui est fait, pensa-t-elle, lorsque le domestique se retira après lui avoir remis le cocktail. Elle ne craignait pas qu'il la trahît, car elle était certaine que son instinct de la conservation l'en empêcherait, et il avait, de plus, l'habitude de dissimuler ses impressions sur le masque du serviteur bien stylé. Une seule question la préoccupait. N'aurait-elle pas mal interprété l'ordre donné de nettoyer la pièce le matin même ?
Si la réunion n'était pas pour ce soir, la perspective de rester de longues heures dans cet étroit placard l'effrayait un peu. Chapitre 14. La réunion des 7 cadrans. Pendant les heures qui s'écoulèrent ensuite, Bundle trouva sa situation peu agréable. Elle avait prévu que la réunion, si réunion il y avait, aurait lieu au moment où le club serait en pleine activité, c'est-à-dire probablement entre minuit et 2 heures du matin. Elle pensait que l'aube n'allait pas tarder à poindre quand un bruit se fit entendre, celui d'une clé tournant dans une serrure. 1 minute après, l'électricité fut allumée. Les voix lointaines qu'elle avait discernées pendant quelques instants s'éteignirent et Bundle se rendit compte qu'on tirait un verrou. Quelqu'un, qui venait certainement de la salle de jeu, passa un moment plus tard dans son champ visuel, forcément limité. C'était un homme grand, aux épaules larges, portant une longue barbe noire, et Bundle se rappela l'avoir vu assis à une table de baccarat le soir précédent. Ce devait être le propriétaire russe du club, le sinistre Mr. Mogorovodsky. Le cœur de Bundle battit un peu plus vite, et elle semblait si peu à son père en ce moment qu'elle se félicita de sa position incommode. Le Russe demeura quelques instants debout, auprès de la table, caressant sa barbe. Puis, il tira une montre de sa poche et la consulta. Il hocha la tête d'un air satisfait, remit sa main dans sa poche, en sortit quelques objets que Bundle ne put voir et s'éloigna un peu, ce qui ne permit plus à la jeune fille de l'apercevoir. Lorsqu'il réparut, Lady Eileen étouffa à grand-peine un cri de surprise, car le visage de l'inconnu était couvert d'un masque étrange. Il n'était pas appliqué sur la figure et se composait simplement d'une pièce d'étoffe qui pendait comme une draperie et dans laquelle 2 fentes étaient percées à hauteur des yeux. La partie supérieure était arrondie et représentait un cadran dont les aiguilles marquaient 6 heures. « Les 7 cadrans », pensa Bundle. Au même instant, on frappa 7 coups étouffés. Mogorovodsky traversa la pièce dans la direction où Bundle savait qu'il se trouvait la porte du premier placard. Un cliquetis se fit entendre, suivi d'un échange de salutations en langue étrangère. La jeune fille ne tarda pas à voir les nouveaux venus. Ils portaient des masques à cadran, mais dont les aiguilles marquaient respectivement 4 heures et 5 heures. Ces 2 personnes étaient un habit de soirée, mais présentaient quelques différences. L'un était un jeune homme élégant et mince, dont l'habit était admirablement coupé. Il le portait avec une grâce qui n'était pas absolument anglaise. L'autre était souple et maigre. Ses vêtements lui allaient assez bien seulement, et Bundle devina sa nationalité avant même d'avoir entendu sa voix, qui était agréable avec des inflexions irlandaises mêlées à l'accent américain. « Je vois que nous sommes les premiers à cette petite réunion, » dit l'élégant jeune homme en anglais correct, mais un peu étudié. « J'ai eu du mal à partir ce soir. Les événements ne s'arrangent pas toujours facilement, car je ne suis pas bon maître comme le numéro 4. » Bundle essaya de trouver sa nationalité jusqu'au moment où il parla. Elle l'avait cru français, mais son accent démentait cette idée. Il pouvait être autrichien, hongrois ou même russe. L'Américain passa de l'autre côté de la table et Bundle l'entendit attirer une chaise. « Une heure a eu beaucoup de succès, » déclara-t-il, « et je vous félicite d'avoir couru ce risque. » 5 heures haussa les épaules. « Si l'on ne courait jamais de risque, commença-t-il, mais à ce moment, 7 nouveaux coups furent frappés et Mogorovodsky se dirigea vers la porte secrète. Bundle n'entendit plus rien de précis pendant quelques instants, car tous les assistants étaient hors de sa vue. Mais l'homme barbu éleva la voix. « Voulez-vous que nous ouvrions la séance ?» Il s'approcha de la table et s'assit sur la chaise la plus proche du fauteuil qui en occupait le bout. Ainsi placé, il faisait face au placard où se trouvait Bundle. L'élégant jeune homme s'installa à côté de lui. Le 3e siège de ce côté n'était pas visible pour la jeune fille, mais l'Américain, numéro 4, passa devant elle pour aller l'occuper. De l'autre côté de la table, 2 chaises aussi seulement étaient visibles pour Bundle. Une main saisit celle du milieu et la poussa. Puis,
quelqu'un passa rapidement devant le placard et s'assit en face de Mosgorovodsky. Bien entendu, les personnes placées sur cette rangée tournaient le dos à Bundle, mais celle-ci regardait avec un vif intérêt les belles épaules d'une femme extrêmement décolletée. Ce fut elle qui parla la première. Elle avait une voix profonde, à l'accent étranger, au timbre séduisant, et elle dit en regardant le fauteuil vide. « Alors, nous ne verrons encore pas le numéro 7 ce soir? Le verrons-nous jamais ?»« Voilà qui est bien parlé, » déclara l'Américain. « Je commence à croire que 7 heures n'existe pas. »« Je ne vous le conseille pas, mon ami, » dit aimablement le Russe. Il y eut un silence gêné, pensa Bundle, qui regardait toujours le dos magnifiquement placé devant elle. Sous l'omoplate droite, il y avait un petit signe noir qui rehaussait la blancheur de la peau. Bundle estima que le terme « une magnifique aventurière » qu'elle avait si souvent lu dans les romans s'appliquait admirablement à cette femme, car elle était certaine qu'elle devait avoir un superbe visage de slave brune aux yeux passionnés. Elle fut rappelée à la réalité par la voix du Russe, qui paraissait jouer le rôle de maître de cérémonie. Continuons nos délibérations. Tout d'abord, rendons hommage à notre camarade absent, le numéro 2. Et il fit un geste étrange pour désigner la chaise retournée placée auprès de la femme. Chacun l'imita. « Je voudrais que le numéro 2 fût au milieu de nous ce soir, » reprit-il. « Il y a beaucoup de questions à traiter et des difficultés inattendues se sont produites. »« Avez-vous reçu son rapport ?» demanda l'Américain. « Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. » Il se tut un moment, puis reprit. « Je ne comprends pas. Vous pensez qu'il a pu s'égarer ? C'est possible. En d'autres termes, dit doucement 5 heures, il y a du danger. » Il prononçait ces paroles avec une sorte de plaisir. Le Russe fit un signe affirmatif. « Oui, il y a du danger. On commence à nous connaître, à soupçonner cet endroit. Je sais que plusieurs personnes ont des doubles. » Il ajouta froidement. « Il faut les faire taire. » Bundle sentit un petit frisson passer le long de son épine dorsale. Si on la découvrait, la ferait-on taire ? Mais son attention fut attirée par un mot. Ainsi, rien n'a transpiré pour Chimney ? Mosgorovodsky secoua la tête. Non, rien. Le numéro 5 se pencha en avant et déclara. Je me pose la même question qu'Anna. Où est notre président, le numéro 7, celui qui nous a créés ? Pourquoi ne le voyons-nous jamais ? Le numéro 7, répondit le Russe, a des méthodes de travail qui lui sont propres. Vous dites toujours cela. J'ajouterai même autre chose, reprit Mosgorovodsky. Je plains celui ou celle qui cherchera à contrecarrer ses projets. Il y eut un silence embarrassé. Continuons, dit Mosgorovodsky avec calme. Avez-vous le plan de Winver Abbey, numéro 3 ? Bundle tendit l'oreille, car jusqu'alors, elle n'avait ni vu le numéro 3, ni entendu sa voix. Celle-ci était basse, agréable, peu intelligible, certainement la voix d'un anglais bien élevé. « Oui, monsieur. » Des papiers furent étalés sur la table et chacun se pencha pour les regarder. Au bout d'un instant, Mosgorovodsky releva la tête et demanda. « Et la liste des invités ? La voici. » Le Russe en donna lecture. Sir Stanley Digby, Mr. Terence O'Rourke, Sir Oswald et Lady Coote, Mr. Bateman, Comtesse Anna Radsky, Mrs. Makata, Mr. James Tessinger. Il s'arrêta et demanda vivement « Qui est Mr. James Tessinger ?» L'Américain se mit à rire. « Oh, ne vous tourmentez pas à son sujet, c'est un jeune imbécile. » Le Russe continua à lire. R. Emberhard et Mr. Eversley. C'est tout ? Vraiment ? Murmura Bundle. Et cette charmante jeune fille, Lady Brent ? Il ne paraît pas y avoir là personne d'inquiétant, dit Mosgorovodsky en regardant autour de la table. Je suppose que la valeur de l'invention d'Enberhard n'est pas douteuse. 3 heures fit une réponse laconique. En aucune façon.
Commercialement, elle doit valoir des millions, dit le Russe. Au point de vue international, on sait combien les États sont insatiables. Bundle pensait que derrière son masque, il devait sourire d'une façon cynique. Oui, continua-t-il, c'est une vraie mine d'or. Qui vaut bien quelques vies, dit le numéro 5 en riant. Mais vous savez ce que font les inventeurs, déclara l'Américain. Parfois, les maudits engins qu'ils ont créés ne veulent pas marcher. Un homme comme Sir Oswald Court ne commet pas d'erreur, dit Mosgorovodsky. En ma qualité d'aviateur, déclara le numéro 5, je crois que la chose est parfaitement réalisable. On y a pensé depuis des années, mais il fallait le génie d'Eberhard pour le mettre au point. Je suppose, fit Mosgorovodsky, qu'il n'est pas utile que nous discutions la question davantage. Vous avez tous vu le plan et notre premier projet ne peut être amélioré. À propos, j'ai appris que Gerald Wade a fait allusion à notre société dans une lettre. Qui a trouvé cette lettre? La fille de Lord Caterham, Lady Eileen Brent. Bower aurait dû prendre ses précautions pour éviter cela. Il y a eu de la négligence de sa part. À qui Wade a adressé sa lettre? À sa sœur, je crois, répondit le numéro 3. C'est malheureux, répondit Mosgorovodsky. Mais nous ne pouvons rien faire. L'enquête sur la mort de Ronald Devereux aura lieu demain. Je suppose qu'on a pris des mesures à ce sujet. Le bruit que des gamins s'exerçaient au tir a été répandu partout, dit l'Américain. C'est parfait. Il n'y a rien à ajouter, si ce n'est à féliciter notre chère amie une heure et à lui souhaiter bonne chance dans le rôle qu'elle aura à jouer. Hurrah pour Anna! Cria le numéro 5. Tous les assistants firent de la main le geste que Bundle avait déjà remarqué en répétant « Pour Anna !» Une heure salua et se leva. Les autres l'imitèrent et pour la première fois, Bundle aperçut le numéro 3 qui aidait la jeune femme à mettre son manteau. C'était un homme grand et fort. Puis, les conjurés sortirent par la porte dérobée que Mosgorovodsky referma derrière eux. Il attendit un instant et Bundle l'entendit rentrer dans la salle de jeu, puis s'en aller après avoir éteint la lumière électrique. Ce ne fut que 2 heures plus tard qu'Alfred, pâle et anxieux, vint délivrer Bundle. La jeune fille était tout ankylosée. « Oh, mon Dieu, votre seigneurie, cela a dû être affreux !»« Pas du tout, » déclara Bundle. « Tout s'est admirablement passé. Les choses auraient pu mal tourner, mais, grâce au ciel, il n'en a rien été. »« Grâce au ciel, comme le dit votre seigneurie, j'ai tremblé toute la soirée. Ce sont de si drôles de gens. »« Très drôles, » déclara Bundle en frottant ses bras et ses jambes pour y rétablir la circulation. « Je croyais même qu'il n'en existait de pareils que dans les livres. En ce monde, Alfred, on apprend toujours quelque chose. » Chapitre 15. L'enquête. Bundle rentra chez elle vers 6 heures du matin, mais dès 9h30, elle était levée, habillée et appelait Jimmy Tessinger au téléphone. La promptitude avec laquelle il lui répondit étonna d'abord la jeune fille, mais il lui expliqua qu'il allait assister à l'enquête. « Moi aussi, » déclara Bundle, « et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. »« Voulez-vous que je vous emmène dans ma voiture? Nous pourrions causer en chemin. »« Très bien, mais il faudra partir un peu plus tôt, car je vous demanderai de me conduire jusqu'à Chimney, où le chef comptable doit venir me chercher. »« Ah, pourquoi? Parce que c'est un homme aimable. »« Moi aussi, » déclara Jimmy. « Oh, vous? Vous êtes un jeune imbécile. Voilà du moins ce que j'ai entendu dire hier soir. »« Par qui? » ?»« Par un Américain. C'était... Je ne suis peut-être un imbécile, mais je ne veux pas que les Américains se permettent de le dire. Où étiez-vous hier soir? » Mais Bundle l'interrompit avec vivacité. « C'est de cela que je veux vous parler. À tout à l'heure. » Et elle raccrocha, ce qui laissa Jimmy dans l'incertitude. S'il n'éprouvait aucun attrait pour la jeune fille, il avait du moins la plus haute opinion de ses capacités. « Elle a fait quelques tentatives hardies, j'en suis sûr, » pensa-t-il en déjeunant rapidement. 20 minutes plus tard, sa petite voiture à 2 places s'arrêtait devant la maison des Caterham dans Brook Street. Bundle descendit le perron en courant. Jimmy remarqua qu'elle avait les yeux battus et que son aspect était celui d'une personne qui n'avait pas assez dormi. « Voyons, »
dit-il, tandis que la voiture quittait les faubourgs. Quel noir dessein avez-vous formé? Je vais vous l'apprendre, mais ne m'interrompez pas avant la fin. Le récit de Bundle fut long et Jimmy dut veiller avec soin à la conduite et l'automobile pour éviter un accident. Lorsque Lady Eileen eut achevé, il soupira, la regarda avec attention et lui demanda « Vous ne vous moquez pas de moi ?»« Pourquoi ? Je crois rêver. »« Je n'en suis pas surprise, » fit la jeune fille. « Tout cela n'est pas possible, » reprit Jimmy. « La belle aventurière, la bande internationale, le mystérieux numéro 7 que nul ne connaît. J'ai lu 20 fois des choses pareilles dans des romans policiers. » Bien entendu, moi aussi, mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne les rencontre jamais dans la vie réelle. Évidemment, reconnut Jimmy. Après tout, la fiction doit être basée sur la réalité, car s'il ne se produisait jamais d'événements, comment pourrait-on en inventer? Il y a du vrai dans cette assertion, acquiesça Jimmy. Cependant, je me demande si je suis éveillé. J'ai eu la même impression. Enfin, supposons que nous le soyons. Voyons, un Russe, un Américain, un Anglais, un Autrichien ou un Hongrois, la dame à la nationalité indéterminée et qui peut être polonaise. Voilà un échantillon de tous les pays. Et l'allemand, dit Bundle, vous l'oubliez. Ah, dit Jimmy lentement, vous pensez? Le numéro 2, l'absent, est certainement Bauer, notre valet de pied. Cela me semble évident, d'après ce qu'ils ont dit au sujet d'un rapport qui n'était pas arrivé. Bien que je ne m'explique guère ce qu'il peut y avoir à surveiller à Chimney. Certaines choses, sans doute, qui sont en relation avec la mort de Gerald Wade, déclara Jimmy. Il y a quelques mystères que nous n'avons pas encore compris. Vous dites que les conjurés ont prononcé hier le nom de Bauer? Ils l'ont blâmé de ne pas avoir trouvé la lettre de Jerry. C'est évidemment fort clair et il faut que vous me pardonniez mon incrédulité première, Bundle. Mais tout ce que vous m'avez raconté était d'abord si difficile à admettre. Vous dites qu'ils savent que je vais à Wyvern Abbey la semaine prochaine? Oui, c'est à ce propos que l'Américain a dit qu'il n'y avait pas lieu de se tourmenter à votre sujet parce que vous étiez qu'un jeune imbécile. Ah! S'écria Jimmy, et il appuya si violemment sur l'accélérateur que la voiture fit un bond. Je suis très content que vous m'ayez dit cela, car je prends maintenant une sorte d'intérêt personnel à l'affaire. Il demeura silencieux un instant, puis il demanda « Ne m'avez-vous pas dit que l'inventaire allemand s'appelle Ebenhard ?»« Si, pourquoi ?» Attendez un instant. Il me revient un souvenir. Eberhard... Oui, je suis sûre que c'était ce nom. De quoi s'agit-il? Voilà. Eberhard est un type qui a découvert un nouveau procédé de fabrication de l'acier. Je ne puis vous donner d'explications techniques parce que je ne suis pas assez instruit, mais je sais qu'il a réussi à rendre l'acier si dur qu'un fil de ce métal est aussi résistant qu'une barre épaisse. Eberhard s'occupait d'aéroplanes et il pensait qu'on pouvait tellement en réduire le poids que l'aviation en serait toute transformée. Je crois qu'il a offert son invention au gouvernement allemand, mais que ce dernier l'a refusé parce qu'ils y trouvaient un défaut, et cela d'une manière assez brutale. Eberhard s'est alors mis à l'œuvre et il a tourné la difficulté, mais il avait été froissé par l'attitude de ses concitoyens et il a juré qu'il ne profiterait pas de sa découverte. J'avais pensé que toute cette histoire était sans doute sans fondement. Maintenant, elle me semble réelle. C'est cela, dit vivement Bundle. Vous devez avoir raison, Jimmy. Eberhard a dû proposer son invention au gouvernement. On a pris où on va prendre l'opinion de Sir Oswald Coutts et il va y avoir une espèce de conférence officielle à l'abbaye. Sir Oswald, Lomax, le ministre de l'Air et Eberhard s'y rencontreront. L'Allemand aura avec lui le plan ou la description, enfin je ne sais quel mot employer. La formule, suggéra Jimmy. Mettons, la formule. Il l'aura donc et les 7 cadrans veulent la lui dérober. Le Russe a dit qu'elle valait des millions. C'est bien possible, reconnut Jimmy. Un autre a déclaré qu'elle valait bien aussi quelques existences.
Ils ne doivent pas hésiter, en effet, à en supprimer, quand cela leur paraît utile, dit Jimmy dont le visage se rembrunissait. L'enquête d'aujourd'hui en est la preuve. Bundle, êtes-vous bien sûr que Ronnie n'a pas dit autre chose que ce que vous m'avez rapporté? Il n'a pas prononcé d'autres mots, répondit Bundle. 7 cadrans prévenaient Jimmy Tessinger. C'est tout ce que le malheureux garçon a eu le temps d'exprimer. Je voudrais bien être au courant de tout ce qu'il savait à ce sujet, fit observer Jimmy. Cependant, nous avons appris quelque chose, car je suppose que Bower, le valet-pied, doit avoir causé la mort de Jerry, Bundle. Quoi? Je suis un peu tourmentée. Quelle sera la prochaine victime? Il me semble que ce n'est pas une affaire à laquelle une jeune fille doit être mêlée. Bundle sourit, malgré elle, car il lui parut que Jimmy avait mis bien longtemps pour la placer à cet égard dans la même catégorie que Lauren Wade. Il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit vous, cette première victime, et non pas moi, fit-elle observer gaiement. Et si nous prenions les devants en supprimant certains de nos adversaires? Je suis tout à fait sanguinaire ce matin. Croyez-vous que nous reconnaîtrions quelques-uns de ceux que vous avez surveillés la nuit dernière, si vous les revoyez? Bundle hésita. Il me semble que je reconnaîtrais le numéro 5. Il avait une manière venimeuse de parler qui m'a frappé. Et l'anglais? Bundle secoua la tête. C'est lui que j'ai le moins pu examiner. Je n'ai fait que l'apercevoir et il a une voix très ordinaire. Il est très grand. C'est la seule indication que je puisse fournir à son sujet. Mais il y a la femme, reprit Jimmy. Elle doit être plus facile à retrouver. Il est peu probable que nous la rencontrions. Elle doit sans doute être chargée de séduire les ministres et de leur extorquer des secrets d'État lorsqu'ils ont un peu trop bu. Du moins, c'est ainsi que cela se passe dans les romans. En réalité, le seul ministre que je connaisse ne boit que de l'eau chaude avec un peu de citron. Prenez George Lomax, par exemple. Pouvez-vous imaginer qu'il se laisse séduire par une belle étrangère? Jimmy fit un geste qui prouvait que pareille hypothèse lui paraissait invraisemblable. Et l'homme mystérieux, le numéro 7, vous n'avez aucune idée de son identité? Aucune. Toujours d'après les romans, ce doit être quelqu'un que nous connaissions tous. Si c'était George Lomax lui-même, Bundle secoua la tête. Dans un livre, ce serait parfait, dit-elle. Mais quand on connaît Lomax, et elle fut saisie d'un rire inextinguible. Lomax, grand criminel. Ne serait-ce pas merveilleux? Jimmy en convient. Leur conversation ayant duré un certain temps, il avait ralenti involontairement son allure. Aussi, lorsqu'ils arrivèrent à Chimney, ils y trouvèrent le colonel Melrose qui attendait. Jimmy lui fut présenté et tous trois se rendirent ensemble à l'enquête. Ainsi que le chef de la police du comté l'avait annoncé, celle-ci fut très simple. Bundle fit sa déposition. Le docteur fit la sienne. On déclara que des jeunes gens s'étaient exercés au tir à la carabine dans le voisinage et un verdict de mort accidentelle fut rendu. Lorsque la séance fut terminée, le colonel Melrose offrit de ramener à Bundle à Chimney et Jimmy Tessinger retourna à Londres. Le récit de Bundle l'avait vivement impressionné. En arrivant, il appela Lauren au téléphone et lui dit « C'est moi, Jimmy. J'ai pensé que vous aimeriez connaître le résultat de l'enquête. On a conclu à une mort accidentelle. » Vraiment? Oui, mais je crois que cela cache quelque chose. À mon avis, le coroner avait reçu des instructions. Quelqu'un cherche à étouffer l'affaire. Dites-moi, Lauren. Oui? Et se produit d'étranges événements. Vous seriez bien prudente, n'est-ce pas? La jeune fille s'écria aussitôt avec inquiétude. Mais alors, Jimmy, vous êtes en danger? Il se mit à rire. Oh, moi je suis comme le chat qui a 9 vies. Au revoir, ma petite. Il raccrocha le récepteur, demeura un instant perdu dans ses pensées, puis appela Stevens. Seriez-vous capable d'aller m'acheter un revolver? Lui demanda-t-il. Un revolver, monsieur? Mais un serviteur bien stylé, il ne laissa pas paraître sa surprise. Quel genre de revolver, monsieur, désire-t-il? J'en voudrais un avec lequel il suffise de poser le doigt sur la gâchette pour qu'il continue à tirer. Un automatique, monsieur? C'est cela, dit Jimmy, un automatique. Et j'aimerais encore qu'il fût bleu. Dans tous les romans américains, le héros prend toujours dans sa poche de derrière un revolver automatique qui est bleu. Steven se permit un sourire discret.
La plupart des messieurs américains que je connais ont quelque chose de tout à fait différent dans leur poche de derrière, fit-il observer. Jimmy Tessinger se mit à rire.